Bonjour, vous écoutez Decade for Change, le podcast. Aujourd'hui, notre monde fait face à des défis sans précédent. Le réchauffement climatique, l'effondrement de la biodiversité, la croissance des divisions et des inégalités au sein de nos sociétés. Pour relever ces défis, 2020-2030 doit être la décennie de l'action. 10 ans pour transformer les bonnes volontés en résultats à la hauteur des enjeux. C'est la responsabilité de chacun. Mais comment faire ? Decade for Change, le podcast, part à la rencontre de celles et ceux qui ne se contentent pas du diagnostic et des déclarations d'intention. De celles et ceux qui déploient des solutions concrètes pour accélérer la transformation de nos modèles, pour les rendre durables. Aujourd'hui, Charles Nicolas reçoit Léa Falco, membre du collectif pour un réveil écologique. Ce collectif réunit des étudiants et des jeunes diplômés de grandes écoles, Polytechnique, HEC, Sciences Po, Centrale, École normale supérieure, les Mines, AgroParisTech ou encore Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ils ont publié en 2018 un manifeste signé à ce jour par plus de 32 000 étudiants dans lequel ils énoncent une nouvelle donne. Ces étudiants privilégieront désormais des employeurs en accord avec leurs convictions écologiques. Bonjour Léa Falco. Bonjour. Le collectif pour un réveil écologique, ce sont plus de 30 000 étudiants d'universités et de grandes écoles et des jeunes diplômés qui revendiquent leur ferme volonté d'aligner leurs choix professionnels avec leur conscience écologique. C'est un véritable rapport de force que vous souhaitez créer ou inverser ? Alors, c'est un genre de rapport de force, mais j'appellerais plutôt ça une pression. L'idée derrière ce collectif-là et le manifeste en général, c'est que on est une génération qui sommes très conscientisés par rapport à la moyenne française et qu'on veut agir sur tous les pans de notre vie, donc pas seulement notre vie personnelle, pas seulement trier nos déchets, manger végétarien et faire ce qu'on peut pour sauver la planète, mais on a aussi ce versant professionnel dans lequel on va s'engager, parce qu'on est tous des étudiants, on est en début, en milieu, en fin d'études, mais on sait qu'il y a un stade où on va entrer dans la vie professionnelle. Et c'est sur ce volet-là, en fait, qu'on a voulu, nous, agir. C'est pouvoir permettre à des étudiants, et spécifiquement des étudiants de grandes écoles, de pouvoir choisir un employeur qui va être en accord simplement avec leurs valeurs personnelles. C'est plus compliqué à trouver que ce qu'on pense. Et c'est pour ça qu'on a sorti tout un tas d'outils. Et à l'initiative de tout ça, le manifeste, qui était donc une exposition de notre volonté, justement, à s'engager dans un milieu professionnel qui serait compatible avec l'urgence environnementale, en fait. C'est ça le but principal du manifeste. Ce qu'il y a derrière, c'est effectivement une pression faite aux employeurs pour que eux, de leur côté, transforment leur stratégie entrepreneuriale pour pouvoir s'aligner avec des principes environnementaux et des accords plus généraux qui font que nous, en tant qu'étudiants qui avons aujourd'hui entre 18 et 25 ans, on a envie que dans une cinquantaine d'années, quand nous on sera encore là et peut-être pas les CEO des grandes entreprises, la planète soit encore viable et qu'elle le soit encore pour nos enfants. Donc plus qu'un rapport de force, je dirais une pression, parce qu'en fait on n'essaie pas d'instaurer un climat d'adversité. On n'est pas dans un rapport brutal, on veut juste montrer qu'aujourd'hui il y a une urgence. Et que, face à cette urgence, la bonne manière d'agir pour une entreprise, c'est de modifier la manière dont elle se comporte dans le monde, dans la manière dont elle produit, la manière dont elle engage des gens, et que l'enjeu principal aujourd'hui, c'est l'enjeu environnemental. Ces employeurs, vous les avez interrogés, vous avez adressé à une centaine de grandes entreprises un questionnaire pour connaître leur positionnement en matière environnementale. Donc vous les avez interrogés sur l'utilité de leur mission, sur la comptabilité carbone, sur leur politique en matière de protection de la biodiversité, sur l'intégration de l'impératif écologique dans les processus de décision et dans la stratégie financière, dans la gouvernance de l'entreprise, dans le dialogue avec les actionnaires aussi, et enfin sur les dispositifs de formation et de mobilisation proposés aux salariés. Est-ce que, globalement, leurs réponses sont à la hauteur de vos attentes ? C'était pas un questionnaire qui avait visé à être bien ou mal. En fait, c'est pas un questionnaire de jugement, c'est un questionnaire d'observation. On veut juste établir une base objective sur laquelle les critères que vous venez de citer sont étudiés. Et ensuite, on publie les réponses des entreprises et chacun peut se faire un libre avis sur le fait que ce soit positif ou négatif. On n'est pas dans une critique de la stratégie des entreprises. Cette étape-là, c'est juste de voir ce qu'elles font, de voir ce qu'elles ne font pas aussi, parce que c'est ça qui se lit entre les lignes. Et c'est en ça que c'est efficace, en fait. C'est de pouvoir mettre sur la table les réponses de toutes les entreprises qui nous répondent. Ce qui se passe avec ce questionnaire-là, c'est qu'effectivement, c'est souvent resté dans les cercles RSE des grandes entreprises. Donc, le reste de l'entreprise, on n'entend pas plus que ça parler. Et en particulier, sauf quand ça commence à faire du bruit, ce qui est plus ou moins le cas aujourd'hui, les têtes des entreprises, donc les CEO et les gens qui sont actuellement responsables des stratégies entrepreneuriales. Mais ça reste souvent coincé dans ces cercles RSE. Et ça, c'est assez observable par le fait que nous, on leur demande du concret, en fait. On leur demande de l'action. Souvent, quand vous regardez les réponses des entreprises dans la partie qu'on appelle Questions and Answers, donc Q&A du site, il y a des questions qui sont pas répondues parce qu'ils ont simplement pas les moyens de le faire.
Et c'est pour ça qu'il faut que ce volet environnemental il sorte de la case RSE et que ça devienne quelque chose qui englobe l'activité de l'entreprise en général, ce qui est pas le cas aujourd'hui pour énormément d'entreprises. On les interroge aussi sur, alors quand je parle de concret, je parle d'actions véritables et pas simplement de mesures, pas simplement de vérifications, pas simplement de jolis mots qui peuvent exposer. En fait, ce qu'on essaie d'éviter avec ce questionnaire, c'est juste de se faire greenwasher et qu'on nous raconte tout un tas de trucs qui sont pas effectivement réels. C'est pour ça qu'il y a des questions qui sont plus ou moins poussées que d'autres et il y a des questions auxquelles très peu d'entreprises peuvent nous répondre favorablement. On a des questions sur la comptabilité carbone, effectivement, et tout le monde a une comptabilité carbone aujourd'hui, mais est-ce qu'ils l'utilisent? Est-ce que dans la stratégie de leur entreprise, la comptabilité carbone est utilisée autrement que pour la lancer comme ça aux médias qui la demandent? Est-ce qu'ils ont un regard sur les stocks des matériaux qu'ils utilisent, en particulier des matériaux rares, mais aussi juste des matériaux courants industriels, comme le cuivre ou l'or ou le tungstène? Enfin, c'est en fait des questions extrêmement précises dans le cadre très général de simplement la vie d'une entreprise pour voir si, oui ou non, il y a une vraie volonté de changement. Et en fait, le but de ce questionnaire, c'est pas de voir si quelque chose est mauvais ou bien en l'état. C'est de voir si, à l'avenir et dans son évolution, ça va être positif ou négatif. Et c'est quelque chose qui se lie assez bien à travers ces Q&A. Chacun regarde les points auxquels il est le plus sensible. Est-ce qu'il y a malgré tout des questions clés, des questions qui, selon vous, révèlent mieux la maturité et la sincérité d'une entreprise sur la question écologique? Alors, je pense pas qu'il y ait de questions précises, mais en fait, ce qu'il faut regarder, c'est la proposition globale d'une entreprise. Donc, ce qu'il faut observer, c'est la volonté ou non, et si elle est sincère ou pas, ou si c'est juste de la communication, la volonté ou non d'opérer une transformation effective. Pas simplement de faire des rapports sur ce que fait l'entreprise, de créer une comptabilité carbone qu'on modifie tous les 6 mois. C'est voir si au sein de cette entreprise, il y a une vraie volonté de changement, de transformer des procédés industriels, d'employer des gens qui sont spécialistes là-dedans, de pouvoir en fait se donner les moyens et permettre à cette entreprise-là d'évoluer favorablement et de s'aligner avec une planète et un avenir soutenable en fait. Et il y a une question qui, je trouve, résume assez bien ça et dont les réponses sont toujours intéressantes à regarder. C'est une question qui demande, en gros, aux entreprises si elles sont prêtes pour s'aligner avec les objectifs du GIEC et de l'IPBES, donc en matière de climat et en matière de biodiversité, si elles sont prêtes à réduire leur profit économique. Et en fait, c'est toujours une question pour laquelle c'est très difficile de mentir ou en tout cas de mettre de jolis mots parce que c'est une question extrêmement concrète. Est-ce que pour un avenir plus durable, vous êtes prêt à changer de votre manière de produire et d'aider les gens à changer leur manière de consommer? Et c'est une question pour laquelle souvent c'est dur de répondre en greenwashant, quoi. Donc c'est des questions comme ça auxquelles il faut porter particulièrement attention quand on lit les réponses à ce questionnaire. Mais de toute façon, elles se détachent assez bien en fait de la forme même qu'on a choisi de donner sur le site à ces réponses. Et je tiens à ajouter aussi que on n'a absolument pas tronqué les réponses ou choisi les réponses auxquelles avaient choisi les entreprises. Votre mobilisation a été regardée avec beaucoup d'attention au plus haut niveau des entreprises. Le collectif pour un réveil écologique a d'ailleurs été reçu par plusieurs patrons du CAC. Est-ce que vous percevez dans votre dialogue avec eux que leur vision, que leur posture, que leur ambition évolue? C'est un vrai sujet pour nous de pouvoir rencontrer des gens qui sont des directeurs, des présidents du CAC 40 et pas seulement les présidents et directeurs des antennes RSE. Parce que c'est ces gens-là qui écoutent vraiment et qu'il faut convaincre. Et on en a rencontré effectivement un certain nombre. Je pense que ce qu'il faut faire quand on s'adresse à une entreprise, c'est de foncer sur le volet économique et juste d'être pragmatique. Parce que pour une entreprise, en fait, c'est rationnel aujourd'hui à très court terme de produire comme elles produisent, mais à moyen terme, donc on est même dans du 20, 30, 40, 50 ans, ça ne l'est plus parce qu'il va falloir changer les processus et les stratégies pour pouvoir répondre aux nouveaux enjeux qui vont surgir devant nous et répondre à l'urgence écologique en général. Ce qu'on ressent chez ces patrons, c'est qu'ils en sont assez conscients et que simplement, il n'y a pas encore l'effet domino qui va se produire quand une seule entreprise va changer ses procédés et qui seront tous obligés de répondre pour pouvoir s'adapter à la concurrence. C'est ce truc-là qu'on va essayer de déclencher à l'avenir et on le voit bien quand on les rencontre et qu'on discute avec eux, qu'ils sont extrêmement conscients de l'urgence environnementale, mais il faut qu'ils agissent. Et en fait, c'est pour ça qu'on s'est constitué pour un réveil écologique et tout un tas d'autres associations œuvrent aussi dans ce but-là. Mais c'est qu'il faut leur faire peur, il faut leur mettre la pression et il faut leur dire que s'ils continuent comme ça, les étudiants de grandes écoles, et c'est là que ça devient intéressant pour un réveil écologique d'être un collectif en fait d'étudiants de grandes écoles, les étudiants de grandes écoles qui sont leurs cadres actuels et leurs futurs cadres ne vont plus venir travailler chez eux. Et ils n'ont plus cette main-d'œuvre dont ils ont extrêmement besoin parce que c'est des gens qui ont le même parcours que nous, en fait, finalement, qui se retrouvent aujourd'hui PDG de Total ou d'Engie ou de toutes les entreprises du CAC 40. C'est des gens qui peuvent entendre ce qu'on a à leur dire et qui, de toute façon, à terme, devront l'entendre. Donc, cette entreprise de pression et de forcing et en fait
d'essayer de leur faire peur, elle fonctionne effectivement. Et ils nous le disent quand on les rencontre qu'ils ont du mal à recruter et que c'est quelque chose qui commence à vraiment arriver, que sur le marché du travail, des jeunes diplômés refusent d'aller travailler dans des entreprises avec lesquelles ils se sentent pas idéologiquement en accord. Si les jeunes diplômés acceptent de rejoindre ces entreprises, c'est pas nécessairement avec la conviction que l'alignement entre leur conscience et leur métier sera immédiat. Mais au moins avec des garanties qu'ils y trouveront les moyens, les espaces pour transformer ce métier. Sous quelle forme, selon vous ? Alors ça, on parle d'entreprise uniquement, donc du secteur privé. Une fois qu'on est à l'intérieur du processus décisionnel, c'est là qu'on a le pouvoir d'agir, tout simplement. Et en fait, nous qui sommes étudiants de grandes écoles, on sait qu'on va se retrouver à des postes importants et que va y avoir progressivement une évolution. Mais le problème, c'est que ça va pas être seulement à nous de le faire, parce que le moment où nous, on sera en poste actionnel et en mesure simplement d'agir efficacement, ce sera déjà trop tard. Donc en fait, il faut que la pression que nous on mette, elle serve déjà maintenant à motiver des gens qui sont en place et qui sont capables d'agir. Donc il y a ce double volet de nous, en tant qu'étudiants concernés par la transition écologique, on va arriver sur le marché du travail. Certains d'entre nous vont intégrer ces entreprises et arriver à des postes importants. Et dans le même temps, il faut que les gens avec qui on va travailler et qui ont le pouvoir d'agir le prennent, s'en saisissent et en fassent quelque chose, quoi. Donc il y a vraiment ces deux côtés à travailler en parallèle, de agir dans le futur et agir dès maintenant. Et en fait, c'est quelque chose qui peut se faire et qui commence à se faire. Donc on a de l'espoir là-dessus et on pense que non seulement ça va arriver, mais il faut que ça arrive. Et alors à l'inverse, si les jeunes générations qui entrent aujourd'hui sur le marché du travail décident de ne plus rejoindre ces grands groupes, est-ce que ça n'emporte pas une forme de risque ? Si la réponse à l'urgence écologique exige que les modèles des entreprises se transforment, est-ce qu'elles peuvent vraiment le faire si elles n'ont pas les plus alertes et les plus conscients dans leur système ? Alors, nous, pour un réveil écologique, on dissuade personne d'aller travailler dans n'importe quelle entreprise. Ce qu'on dit simplement aux jeunes qui veulent travailler dans ces grandes entreprises, si tel est leur choix, parce qu'il y a un certain nombre de jeunes aussi qui veulent travailler dans des TPE, PME, dans des associations, dans des ONG, dans tout un tas d'autres acteurs de la transformation écologique et de la transition. Mais ce qu'on leur dit, en fait, c'est très simple. C'est si vous voulez travailler au sein de ces grandes entreprises, vous pouvez lire nos questions-réponses, vous pouvez suivre tout un tas de chiffres et d'arguments qu'on vous donne. Et en fait, vous évaluez quelle entreprise au sein du secteur dans lequel vous voulez travailler est la plus avancée. Et en fait, c'est l'effet de domino dont je vous parlais tout à l'heure. C'est ça qui va fonctionner. C'est qu'un jour, il y aura suffisamment de jeunes actifs qui seront conscients, qui seront volontaires et qui auront envie de changer les choses à l'intérieur d'une seule entreprise. Et cette entreprise-là, elle va transformer son mode d'action, elle va transformer sa stratégie, et ça va nécessairement se répercuter sur les autres. Parce que dans un milieu de concurrence, les autres entreprises vont se dire, tiens, celle-là marche mieux que moi, comment ça se fait ? Elle est les plus adaptée à court et moyen terme, et surtout à long terme aux futurs enjeux de notre monde à nous. Comment ça se fait ? Et en fait, c'est à ce moment-là que va y avoir un jeu de miroir, et les autres entreprises vont lire la stratégie de l'entreprise qui a réussi à se démarquer, et elles vont progressivement toutes basculer vers un modèle de transition écologique. Donc voilà, c'est une vraie question. Si vous voulez travailler dans une de ces grandes entreprises, étudiez laquelle est la plus susceptible de basculer rapidement. Et c'est simplement ça qu'on leur dit, c'est qu'il faut pouvoir jouer sur ce volet de vous êtes important pour les entreprises, elles veulent vous recruter, vous avez les moyens de les mettre en concurrence entre elles pour vous avoir, et donc aller vers celle qui est la plus vertueuse ou qui a les moyens de devenir la plus vertueuse. Le collectif pour un réveil écologique propose aussi de réveiller les établissements d'enseignement supérieur. Aujourd'hui, les programmes ne sont, c'est votre constat, clairement pas à la hauteur des attentes des étudiants et surtout pas à la hauteur des exigences du marché du travail. Alors, est-ce que les universités, les grandes écoles réagissent à ces demandes ? Est-ce qu'elles vont assez vite ? Est-ce que la pression de l'ensemble des étudiants et pas uniquement ceux du collectif est assez forte ? Alors effectivement, on a deux volets pour un réveil écologique. On a le volet entreprise, donc dont je viens de vous parler, et on a le volet enseignement, qui a pour but, à partir d'un constat simple, le constat étant que aujourd'hui, il n'y a pas d'enseignement sur les enjeux écologiques obligatoires à l'intérieur des cursus de l'enseignement supérieur, pas seulement des grandes écoles, mais l'enseignement supérieur en général. Et c'est quand même plutôt problématique parce que c'est quand même quelque chose d'extrêmement important et qui nous tombe déjà dessus et qui va nous tomber dessus de manière évidente dans pas très longtemps. Donc le but de ce volet enseignement, c'est de faire pression auprès des universités et des grandes écoles pour qu'elles puissent instaurer un enseignement obligatoire en termes d'enjeux écologiques et qui donc soit pas seulement suivi par les gens qui sont déjà initialement intéressés, mais qui soit aussi suivi par des gens qui ne connaissent pas du tout ce que c'est que la biodiversité, ce que c'est que les changements climatiques, et de pouvoir en fait offrir une base de sensibilisation à tout le monde et permettre à tout le monde d'être informé et de pouvoir peut-être même changer son plan de carrière en fonction. C'est quelque chose de super important aussi et qui est complètement à la fois corollaire et parallèle aux changements qui s'opèrent chez les entreprises, parce qu'effectivement vous pouvez pas vouloir travailler dans une entreprise vertueuse si vous connaissez pas les risques qu'on encourt si les entreprises ne sont pas vertueuses. On a effectivement sorti un outil qui s'appelle le Grand Baromètre, qu'on envoie aux établissements. Et c'est un questionnaire qui est quand même assez long, qui fait une 20aine de pages, qui détaille tous les moyens d'action que mettent les universités en œuvre
pour pouvoir former leurs étudiants aux questions de transition écologique et aussi au-delà, ce qu'ils font pour que leur campus soit plus durable, pour que leur recherche se porte vers les sujets d'environnement. Donc c'est un outil très complet et on a pas mal d'établissements qui nous ont répondu. On a des universités, des grandes écoles en commerce, en ingénierie, on a des IEP, des Sciences Po qui nous ont répondu, on a l'ENA. Donc en fait, dans tous les domaines, des universités nous ont répondu et nous ont exposé ce qu'elles faisaient pour former à l'environnement. Et effectivement, il y a des solutions qui se mettent en place, donc ça commence à arriver et c'est un peu marginal pour l'instant, mais on a bon espoir que ça continue. On a par exemple, il y a l'INP Grenoble qui a instauré, pour être diplômé de l'INP Grenoble, il faut que chaque étudiant ait un bilan carbone inférieur à 6 tonnes équivalent CO2. Donc c'est déjà quelque chose qui est assez unique en France. Il y a des universités qui mettent en place des programmes maintenant obligatoires pour tous les étudiants en termes de transition écologique. Donc il y a effectivement des choses qui bougent et qui vont bouger de plus en plus parce que c'est plus ou moins exactement la même chose que pour les entreprises. Il y a un effet domino. À chaque fois qu'il y a une innovation et qu'on constate que ça marche dans une université, les autres vont s'en emparer. Et ça marche par classe. Donc les universités vont se rendre compte de ça, les grandes écoles de commerce vont se rendre compte de ça, les grandes écoles d'ingénieurs, etc. Après 10 ans de vie professionnelle, en 2030, où les jeunes qui s'engagent aujourd'hui sur ces questions devraient travailler pour avoir un impact maximal sur la transformation des entreprises? J'ai un peu envie de vous dire qu'ils peuvent travailler où ils veulent, parce que la transformation, elle va s'effectuer dans tous les domaines. Ce qu'il faut faire après, c'est une optimisation du ratio de leur intérêt pour l'action concrète sur la transition écologique et de leur engagement à l'intérieur de leur entreprise. Donc, en fait, à partir du moment où vous avez une conscience écologique et où vous êtes prêt à utiliser vos capacités professionnelles pour les développer, il n'y a pas de mauvaise réponse. Vous allez forcément travailler pour quelque chose qui vous tient à cœur et donc vous allez œuvrer en faveur de la transition écologique. Le but de Pour un réveil écologique, c'est pas d'imposer une doctrine ou de vous dire vous devez travailler là, sinon vous serez inutile et vous ferez partie du problème. Non, à partir du moment où vous avez des convictions écologiques, vous faites partie de la solution et vous pouvez les appliquer partout. Après, c'est à vous de décider si vous voulez les utiliser dans une entreprise qui fait déjà des efforts et qui pourrait faire pencher toutes les autres, ou si vous voulez plutôt partir dans une entreprise qui n'en fait pas encore, en vous disant peut-être que je peux être utile de l'intérieur. Il y a autant de manières de faire basculer les entreprises que de gens qui sont prêts à s'engager au sein de ces entreprises. Donc en fait, pour les changements systémiques dont on a besoin dans nos sociétés, il faut qu'on ait des gens qui soient conscientisés et qui aient une volonté d'agir dans absolument tous les secteurs. Donc, vous pouvez travailler n'importe où à partir du moment où vous essayez aussi fort que vous pouvez, dans la limite de vos moyens, de changer la face du monde et de participer à la transition écologique. Merci Léa Falco. Merci à vous pour l'invitation.